Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bienvenue à vous, 19h26 sur Sud Radio jusqu'à 20h, les vraies voix de la politique avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, et le livre de Nicolas Corato, Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Iridium. Bonsoir Nicolas Corato. Philippe, bonsoir à tous. Frédéric Sinclair nous a rejoint, il est avec nous, politologue, auteur de La refondation de la droite aux éditions Salvator. Bonsoir mon cher Frédéric. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Fabien Roussel accusé d'emploi fictif par Mediapart. Selon le site d'information, le secrétaire national du Parti communiste aurait occupé un poste d'assistant parlementaire rémunéré. On parle de 3 000 € par mois par un député du Nord, Jean-Jacques Candelier. Les années en question, c'est 5 ans, de 2009 à 2014. Un poste fantôme d'après Mediapart, puisqu'aucune trace du travail effectué auprès de ce parlementaire n'aurait été retrouvée. Fabien Roussel qui a réagi ce matin, c'était chez nos confrères d'Europe 1. Écoutez ses explications. Je dis aujourd'hui que j'ai travaillé pendant ces 5 années avec Jean-Jacques Candelier, avec les collègues que j'avais auprès de lui. Jean-Jacques, comme eux, témoignent du travail que nous avons fait ensemble. J'étais sur le terrain avec Jean-Jacques. Vous êtes capable de justifier cette rémunération de 3 000 € net par mois? Ça, c'est une inexactitude. J'ai jamais gagné 3 000 €, même ça. Donc j'ai les documents. Voilà, il a les documents. J'ai les preuves, a rajouté Fabien Roussel. Mon travail est dans tous les discours, les questions écrites, les combats, les lois menées par Jean-Jacques Candelier. J'ai les documents du travail que j'ai fait avec lui. Les pneus de ma voiture s'en souviennent tellement j'ai roulé, tellement j'étais présent, sauf que Mediapart les lui a demandé. Pour l'instant, Fabien Roussel n'a rien communiqué. Est-ce que selon vous, la campagne de Fabien Roussel est compromise? Est-ce qu'il doit retirer sa candidature si jamais il se trouve incapable de fournir des preuves de travail? Parce que des bulletins de salaire, j'imagine qu'il en a, mais des preuves de travail. 0826 300 300. J'attends vos réactions. Tiens, Nicolas Corato. Compliqué pour Fabien Roussel. Ça me rappelle il y a 5 ans, 2016, François Fillon. On ne peut pas ne pas se référer à ce qui s'est passé il y a 5 ans. Il n'y a pas de raison d'avoir été ému il y a 5 ans ou scandalisé il y a 5 ans et puis de ne pas l'être aujourd'hui. Fabien Roussel, de toute façon, pour l'instant, vous disiez, il n'a pas répondu à Mediapart. On n'a pas à répondre à Mediapart. À la limite, s'il doit répondre à quelqu'un, c'est à un juge. Si jamais un jour celui-ci serait amené à être saisi, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais effectivement, ça fait penser à d'autres affaires qu'on a connues, non pas similaires, mais qui ont touché notamment Monsieur Fillon et son épouse en 2017. Ça pose quand même une question de fond. Au-delà du fait, est-ce que Fabien Roussel peut se maintenir, c'est quand est-ce qu'on mettra un peu le ménage, qu'on fera un peu le ménage dans ces histoires d'assistants parlementaires. Alors, il y a eu plusieurs réformes, mais on voit bien quand même que c'est toujours un moyen, c'est toujours très compliqué d'aller chercher l'effectivité du travail des assistants parlementaires. Il y en a beaucoup qui travaillent énormément. Qui sont même corvéables à merci, qui sont quasiment harcelés. D'ailleurs, il y a pas mal d'affaires. Et puis il y en a d'autres, on a du mal effectivement à considérer quel est leur travail réel. Il y a aussi une question d'indépendance du Parlement. Bref, toute cette histoire est assez fumeuse. Moi, je regrette toujours que les campagnes électorales se focalisent sur des affaires plutôt que sur de vrais débats, sur le fond. Je crois que Fabien Roussel amène des éléments importants sur le débat de fond. Et ce serait dommage qu'il quitte la scène politique pour un sujet comme celui-là, même s'il ne faut pas le minimiser, c'est important. Quand on prétend à la plus haute fonction de l'État, il faut être exemplaire. On l'a dit pour François Fillon, il faut le dire pour Fabien Roussel. Mais à ce stade-là, à part cet article de Mediapart, on n'a pas d'autres éléments. Si l'affaire n'est pas saisie par un juge, je vois pas pourquoi Fabien Roussel prendrait une décision. Frédéric Sinclair. Ça s'appelle une boule puante, bonne et due forme. La question que je me pose, c'est à qui profite le crime? C'est en fait la seule question. Je veux dire, tout le monde connaît Edoui Plenel. Il crache sur l'armée le 14 juillet. Voilà, c'est ça, Edoui Plenel. Il crache sur l'armée le 14 juillet. Dès qu'il peut balancer une saloperie, il la balance, mais c'est jamais désintéressé. C'est tout sauf un naïf, Edoui Plenel. Donc, si il poignarde Fabien Roussel à une petite encablure du premier tour, c'est que les 4 ou 5% de Fabien Roussel profiteraient bien, selon M. Plenel, à quelqu'un d'autre. La question, c'est à qui? Je m'interroge. Je ne sais pas. Un homme de droite comme Edoui Plenel, peut-être, qui milite pour Valérie Pécresse
ou pour Éric Zemmour, on ne sait jamais. Donc, sérieusement, moi je trouve ce procédé dégueulasse, détestable. J'ai expliqué longuement sur toutes les chaînes de télé en 2016-2017 qu'à l'époque de l'affaire Fillon, que je pense que quels que soient les mérites ou démérites en termes de morale privée d'un candidat, l'histoire nous a montré suffisamment que la morale publique en est déconnectée. C'est-à-dire qu'on peut être on peut reprocher un certain nombre de choses à quelqu'un dans le privé, voire même d'avoir pris des sommes un peu plus épaisses que ce qu'il aurait fallu pour un travail qui n'était pas forcément le bon. Ça se passe dans le secteur privé constamment, on ne va jamais embêter les gens, et on nous fait croire qu'en réalité, il faudrait que le candidat, comme l'a dit Nicolas Corato, soit irréprochable pour accéder à la fonction suprême. Je crois que ce n'est pas du tout le cas. Bon. Richelieu n'était pas irréprochable, ça a été probablement un des plus grands hommes d'État. Mazarin ne l'était pas non plus, Louis XIV n'était pas non plus, et on va nous ressortir l'exemple de De Gaulle qui payait lui-même ses factures. Je vais vous dire, je ne crois pas à cette chose-là. Moi, ce que j'attends d'un candidat, c'est qu'il ait une politique pour la France. Donc ces boules puantes, j'ai tendance à les mépriser. Bon, alors, sur ce que vous venez de dire, Frédéric Sinclair, Nicolas Corato, bon, certains vont peut-être vous dire que vous êtes un petit peu complotiste, Frédéric Sinclair, mais est-ce que, voilà, ça n'a pas été commandé non, par la droite pour récupérer quelques petits pourcents d'intention de vote. Que la presse joue un rôle politique dans notre pays, moi je m'étonne que Frédéric s'en étonne. Je veux dire, c'est pas nouveau. Ouais. Et ça n'est pas limité à Mediapart. Et moi, je suis toujours très très prudent pour commenter ou critiquer l'activité de tel ou tel média, qu'ils soient ceux que je lis ou ceux que je ne lis pas, ou ceux avec qui je partage des opinions ou pas. Donc il faut laisser les journalistes faire leur travail. Oui, ça tombe au bon moment pour certains. Oui, c'est pas anodin. Oui, pourquoi cette enquête n'a pas été divulguée il y a 6 mois, 9 mois, 1 an, mais pourquoi elle tombe à 50 jours du premier tour? Oui, bien sûr, tout ça n'est pas anodin, mais rien n'est anodin dans une campagne. Et les médias font partie de la campagne, et les médias organisent la campagne. On l'a vu dans d'autres campagnes, et on l'a vu pratiquement dans toutes les campagnes. Première chose. Deuxièmement, sur l'exemplarité, alors oui, c'est vrai, Richelieu, Louis XIV, Napoléon, tout ce qu'on veut. Enfin, citez-nous des exemples dans les démocraties. C'est-à-dire que ce qui change entre Richelieu, Louis XIV et aujourd'hui, c'est qu'il y a un peuple qui décide et un peuple souverain qui est censé être représenté par ces personnes-là. Donc on a le droit d'en attendre un minimum d'exemplarité et de rectitude. Mais par rapport à ça, il ne faut pas non plus jouer les saints justes jusqu'au bout. Simplement, aujourd'hui, ces hommes politiques sont sous pression sociale parce qu'effectivement, sur ces histoires d'argent, il y a une très forte pression du peuple qui vote pour eux ou qui ne voterait pas pour eux à cause de ça. Donc tout ça n'est pas anodin. Tout ça ne tombe pas par hasard, j'en suis d'accord, mais c'est le jeu normal d'une élection. Et vous dites boule puante, il y a toujours eu des boules puantes. Peut-être que celle-là, elle est un peu plus documentée que d'autres boules puantes qui sont passées plutôt du côté de la rumeur, et on en a vu aussi des boules puantes lors de la dernière campagne. Enfin, je veux dire, moi, je préfère que ces boules puantes, comme vous les appelez, soient signées par un journaliste, par un journal, plutôt qu'elles ne se divulguent sur les réseaux sociaux, via des officines, via les dîners en ville, et qu'on raconte n'importe quoi sur les uns et les autres, plutôt que de l'assumer publiquement. La question, c'est de savoir, est-ce que Edoui Plenel a voulu faire son rôle de journaliste et chercher, trouver et publier, ou alors, comme l'insinue Frédéric Sinclair, est-ce que ce n'est pas un peu commandé par certains partis qui appellent Mediapart en disant... Il faudrait lui poser la question, mais je pense qu'un journal d'investigation comme Mediapart enquête sur l'ensemble des candidats à la présidentielle. Il ne serait pas d'ailleurs étranger ni complètement fou d'imaginer qu'il y ait d'autres affaires qui sortent, bien sûr. Ouais. Alors, est-ce que ça peut nuire à Fabien Roussel? On parle pas du fait qu'il puisse se retirer ou pas si jamais, par exemple, un juge d'instruction est saisi, mais déjà sur les intentions de vote. Nicolas Corato, est-ce qu'il peut y avoir un effet Moi, j'ai l'impression que 2022 n'est pas 2017 et qu'il y a une forme d'indifférence par rapport à ces affaires. Ça, c'est ma deuxième réflexion. J'ai pas l'impression que ça fasse adhérer ou ça fasse réagir les électeurs. On a vu d'ailleurs, pendant ce quinquennat, plusieurs ministres en exercice être mis en examen et le président revenir sur la fameuse jurisprudence Balladur qui, vous en souvenez, faisait qu'un ministre, dès qu'il était mis en examen, quittait le gouvernement. Ça n'a pas provoqué d'hystérie et ça a plutôt provoqué de l'indifférence. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'intérêt pour ces affaires politico-financières qui touchent les hommes politiques et notamment les candidats.
et que cette campagne est une campagne très particulière, à la fois beaucoup sur la forme, beaucoup sur un ou deux sujets qui tournent en boucle, et que les Français sont assez indifférents à cette campagne, et donc assez indifférents aux boules puantes qui pourraient hanter cette campagne. Moi, je ne suis pas sûr que ça a un effet important. Après, ça peut avoir un effet sur la capacité du candidat à aller jusqu'au bout. Ouais, il va se maintenir. Frédéric Sinclair. Et juste après, on accueillera Abdelhak qui nous appelle de Mont-de-Marsan, 0826 300 300. Frédéric. Bon, encore une fois, le contexte est un tout petit peu particulier. On a beaucoup parlé de Fabien Roussel dernièrement. Il a été plutôt médiatisé, principalement parce que, avec son beefsteak français et son fromage et sa bouteille de vin, il offrait quelque part une approche de la gauche old school, vieille France, avec un retour sur le social. Bon, ça ne doit pas masquer son ancrage dans cette gauche sociétale woke, dont j'ai pas envie de parler trop ce soir, mais qui est quand même l'autre composante qui fait que c'est malgré tout un candidat assez traditionnel. Il me semble qu'il y a pléthore de candidats à gauche et que c'est pour ça qu'on le vise, c'est-à-dire c'est une façon d'écrémer, de libérer de la place pour Jean-Luc Mélenchon, pour préciser d'où viendrait le téléguidage. Si jamais téléguidage il y avait, je n'accuse pour l'instant personne. Bon. Est-ce que Fabien Roussel pourrait se retirer? Oui, bien évidemment. S'il se trouve que la rumeur enfle, en même temps, il n'a pas la position qu'avait un François Fillon en 2017. Donc, je ne suis pas certain que ça prenne les mêmes proportions. Bon. Abdelhak est avec nous, Abdelhak de Mont-de-Marsan, au 0826 300 300. Bonsoir Abdelhak. Bonsoir tout le monde. Ouais, alors, on vous écoute Abdelhak. Ouais, à vrai dire, je suis un peu choqué par la dernière personne avec Frédéric Sinclair, mais l'autre avant. Ah, Nicolas Corato, pourquoi? Impressionnant, ce qu'il a dit comme bêtise, c'est choquant. Ah ouais, non mais attendez, pour ce qu'il représente, lesquels? La plus énorme, c'est que qui disent que des amis de Pécresse ou de Zemmour. Non, ça c'est Frédéric Sinclair. C'est Frédéric Sinclair. D'accord. Non mais lui, c'est. Non, mais j'ai pas dit ça moi. Mais pourquoi vous n'avez pas dit ça? Bien sûr que si, vous avez dit ça. Vous avez dit... Quand il imaginait que peut-être que le camp Pécresse aurait commandé... c'est pas ça que j'ai dit. Alors, Frédéric, il va rectifier si vous l'avez mal compris. Frédéric Sinclair, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, alors juste pour préciser, qu'on part sur des choses qui ont été dites, j'ai dit, connaissant les sympathies d'Edwy Plenel, qui dirige quand même un journal d'extrême gauche, c'est bien évidemment pas des sympathies pour le camp de droite, ni Valérie Pécresse, ni j'ai été compris à l'envers de ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pour ça que j'ai précisé. J'ai dit, si c'était téléguidé, ça serait téléguidé bien évidemment pour servir les intérêts de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça va pas servir, ces 4%-là ne vont pas se reporter ni sur Pécresse, ni sur Zemmour. Oui. Voilà, en fait, il a plutôt pointé du doigt Abdelhak Edwy Plenel, vous avez compris. Oui, voilà. Mais en tout cas, moi, honnêtement, Plenel, toute la France a suivi, et je crois que beaucoup de personnes dans le peuple, en tout cas, sont derrière lui pour avoir sorti les affaires Cahuzac, toutes les différentes affaires, il les a sorties clairement, et ça n'a jamais été ni temporisé dans le temps, ça n'a jamais été quelque chose qui a été calculé. Donc c'est quelqu'un qui est quand même reconnu par le peuple, en tout cas moi je fais partie de ce peuple d'en bas, qui le reconnaît comme quelqu'un de plutôt intègre. Donc l'intérêt, il y a tellement de toute façon de candidats à gauche qui de toute façon amassé représente quelque chose, mais finalement lui, qu'il soit là ou pas là, qu'est-ce que ça va changer comme le sont d'autres. Donc je vois pas du tout l'intérêt pour Mediapart de sortir cette affaire si c'était que pour faire du mal. Donc je pense qu'ils sont plutôt intègres et que s'il y a une affaire à sortir sur n'importe quel candidat, quelle que soit la posture, quelle que soit la médiamétrie au sondage, il aurait sorti l'affaire de toute manière. C'est pour ça qu'il faut absolument sortir les complotistes. Par rapport au fait qu'il soit encore, que la boule puante soit sortie et qu'il soit encore candidat. Mais bien évidemment, encore une fois, je pense que le peuple préfère qu'il y ait justice, qu'il soit jugé pour ça, qu'on vérifie les informations, mais de toute manière, il est certain que c'est plus simple pour lui, même si c'est compliqué, de sortir de ce candidature à la présidentielle. C'est beaucoup plus simple pour les partis de gauche. Et puis en plus, c'est quelqu'un de plutôt brillant. C'est vrai que
c'était quand même, il y a beaucoup de personnes, d'amis que j'ai qui étaient très brillants et surtout qu'il y avait un vrai phénomène et une vraie dynamique autour de Fabien Roussel. Est-ce qu'on peut imaginer, Nicolas Corato et Frédéric Sinclair, qu'il y ait une union de la gauche malgré elle, c'est-à-dire que Taubira, qui n'arrive pas à avoir ses parrainages et qui a des problèmes de financement, rejoigne par exemple Jadot? Pareil pour Hidalgo, qui pourrait se retirer avec ses 2%. J'ai ouï dire qu'au Parti Socialiste, on lui suggérerait fortement de soutenir Jadot. Si jamais Fabien Roussel se désiste, est-ce qu'il n'y aurait pas une union qui se ferait comme ça naturellement, Nicolas Corato? Vous savez, c'est de la politique fiction? Non, c'est compliqué de prévoir les mouvements de la gauche quasiment en temps réel ou à 24 heures, mais on voit deux tendances actuellement sur ce qu'on appelle le vote utile à gauche. Des appels pour dire que, et pas n'importe quels appels, notamment Ségolène Royal, pour expliquer que le vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même une nouveauté importante. Et puis d'autres appels de socialistes, sociodémocrates, expliquant que le vote utile, c'est Emmanuel Macron, et rejoignant avec pertes et fracas La République En Marche. Et puis au milieu de tout ça, Anne Hidalgo qui explique, mais toute seule, que le vote utile, c'est elle et personne d'autre pour le dire. Donc il y a peut-être un mouvement centripète, c'est-à-dire Mélenchon d'un côté, qui pourrait avoir une chance, comme on dirait sur un malentendu ou sur un trou de souris, de se qualifier pour le second tour, et puis la fin d'une grande dérive du Parti Socialiste vers la branche gauche de la majorité présidentielle. Donc voilà la tendance qu'on voit émerger aujourd'hui. On verra dans 48 heures et dans 72 heures ce que ça donnera. Oui. Frédéric Sinclair, un dernier petit mot avant une petite pause sur ce qui pourrait se passer si Fabien Roussel se désistait. Alors, on va envisager l'hypothèse à laquelle je ne souscris pas de toute façon, mais si jamais c'était le cas, je ne vois pas en quoi ça rebattrait les cartes en faveur d'une union. Je vois plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aurait 5% d'électeurs, 4 à 5% d'électeurs à se partager. Et il me semble que les logiques individualistes disant c'est moi qui peux les récupérer prévaudraient sur les logiques d'union. À mon avis, on resterait dans la configuration actuelle et ça serait bénéfice pour tout le monde. On n'y est pas encore, Fabien Roussel est toujours candidat, je vous le rappelle. Dans un instant sur Sud Radio, restez avec nous. On reviendra sur ces parrainages qui inquiètent Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, inquiets de ne pas obtenir les 500 parrainages. Imaginez-vous l'élection présidentielle sans ces candidats? 0826 300 300, on en débat dans quelques minutes avec Nicolas Corato, Frédéric Sinclair et vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Retour des vraies voix de la politique sur Sud Radio avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, avec le politologue Frédéric Sinclair qui est avec nous. Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon s'inquiètent de ne pas obtenir les 500 parrainages. Tiens, écoutez l'appel aux maires de la candidate RN. Mesdames et messieurs les maires de France, je m'adresse à vous car je n'ai pas les parrainages pour être candidate à la présidence de la République. Cette situation est tellement indigne de la démocratie que des milliers d'entre vous n'arrivent pas à le croire. C'est pourtant vrai. Il me manque aujourd'hui 50 parrainages. Comment ce scandale est-il possible alors que ma candidature a rassemblé plus de 11 millions d'électeurs au second tour de l'élection présidentielle de 2017 ? Mesdames et messieurs les maires, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, dit Marine Le Pen. Imaginez-vous l'élection sans Éric Zemmour, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon. 0826 300 300 vous attend. Tiens, Nicolas Corato, est-ce que vous imaginez que Marine Le Pen, Zemmour ou Mélenchon ne puissent pas obtenir les 500 parrainages? On se rappelle, c'est vrai, de la famille Le Pen, pas seulement Marine, mais son père Jean-Marie, qui à chaque fois nous expliquait qu'il n'avait pas les 500 parrainages. Et il était sincère, puisqu'on le voyait même téléphoner lui-même au maire de France et supplier parfois de les parrainer. Donc c'est pas du bluff, on l'entend souvent ça, c'est du bluff. Non, mais moi c'est pas du bluff. Non, il y a une part de bluff. À chaque élection présidentielle, il y a une part de bluff sur les parrainages. Quel est l'intérêt d'ailleurs? L'intérêt, c'est de faire parler de soi, c'est de mettre la focale sur soi, c'est de se présenter souvent en victime du système, et ça flatte son électorat. Donc ça, c'est un vieux ressort. Il y a une différence quand même cette année, puisqu'il y a eu une réforme. Les années précédentes, les équipes des candidats recevaient directement les parrainages et puis ensuite, à la fin, les envoyaient au Conseil constitutionnel. Emmenaient tout ça au Conseil constitutionnel. Là, ce sont les maires qui envoient directement leur parrainage au Conseil constitutionnel. Et il y a une difficulté de visibilité pour les équipes. C'est-à-dire, d'une certaine manière, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, combien il faut en avoir au-dessus, est-ce que tous ceux qui nous ont promis vont vraiment envoyer et peut-être au dernier moment leur parrainage. Bref, tout ça est un peu plus compliqué pour les équipes. Mais sur le principe,
moi qui suis un républicain, je considère que c'est le jeu démocratique qui doit faire le jeu du débat politique. Et que, parce que je suis républicain, je considère que même des candidats qui ne sont pas républicains doivent pouvoir participer au débat politique. Et que Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, qui manifestement représente dans le pays un courant très fort et un électorat potentiellement fort, et Marine Le Pen a raison de dire qu'elle était quand même au second tour de la précédente élection présidentielle, ne peuvent pas être exclus de ce débat politique. Et que passer par les maires, moi je reviens ou les grands élus sur ceci, c'est un suffrage censitaire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a demandé à des notables, et c'est pas péjoratif de dire ça, mais on a demandé à des notables finalement de faire un filtre là où d'autres pays ont préféré plutôt des signatures de 150 000, 1 million, on pourrait se mettre d'accord sur le titre, de citoyens qui parrainent ou pas un candidat. Nous, on a demandé à des notables de le faire. Je ne suis pas persuadé que ce soit le bon système. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'après cette élection, il faudra vraiment, et je pense qu'il y aura un consensus, je l'espère, pour faire une réforme enfin de ce système de parrainage. Mais il serait complètement absurde. Et quand vous voyez, quand on ne débat pas dans le champ démocratique, c'est dans la rue qu'on va. Donc moi, je m'inquiéterais énormément que l'un de ces trois candidats, un seul de ces trois candidats ne soit pas qualifié pour passer l'élection présidentielle. Frédéric Sinclair, est-ce que alors c'est au chef de l'État, par exemple, si jamais un de ces candidats ne pouvait pas obtenir les 500 parrainages, est-ce qu'on pourrait imaginer le chef de l'État voler au secours du candidat dont la démocratie finalement lui permette de se présenter? C'est imaginable, ça? Est-ce que c'est aussi dans l'intérêt d'Emmanuel Macron, Frédéric Sinclair? Non. Comment vous voulez faire? Enfin, je veux dire, le chef de l'État, on vit dans un état de droit, il est soumis à des règles. Ouais. Il n'est pas tout puissant, donc j'aurais une lecture un tout petit peu différente de celle de Nicolas Corato, peut-être même à l'inverse de la sienne, en disant le fait que Marine Le Pen, pendant des années, n'ait pas été prise au sérieux, justement parce qu'on se disait elle joue de sa position anti-système, mais peut-être que ça devrait nous forcer à regarder la chose sous un angle différent, ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, toutes ces années-là, même si elle a eu ses 500 parrainages, peut-être que ça a été une sérieuse galère pour elle. Et c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'a pas tant joué que ça, la communication sur ces 500 parrainages. Peut-être qu'effectivement, quand on est un parti à ce point discriminé dans l'opinion publique, quelle que soit la représentativité électorale qu'on a, c'est difficile. C'est difficile. Et aujourd'hui, on a à la fois François Bayrou qui crée une banque de parrainage. Donc François Bayrou, c'est Emmanuel Macron, et on a aussi David Lisnard. Oui, qui a donné son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Vous remarquerez que Fabien Roussel a expliqué dans le même temps que lui, il enjoignait toutes les personnes, tous les élus de son parti à ne jamais parrainer un élu d'extrême droite. Donc vous voyez la différence de regard que peut poser sur la question démocratique un élu de droite et un élu de la gauche communiste. Je vous coupe, Frédéric Sinclair. Dans les élections précédentes, Marine Le Pen donnait son parrainage à un autre candidat au nom de la démocratie, et cette fois, et aujourd'hui elle l'a fait, elle a envoyé son propre parrainage au Conseil constitutionnel. Donc il y a un réel problème aujourd'hui. Il y a un problème. Il y a un problème, et je rejoins Nicolas Corato dans ce qu'il disait tout à l'heure. Il y a, à mon avis, quelque chose qui a mal été compris, non pas par les responsables politiques de premier plan, mais par tous ceux de second plan, ceux qu'il appelait à juste titre les notables, et c'est ce qu'ils sont, qui forment à la fois l'ensemble des maires de France, mais les conseillers départementaux, régionaux. Ils n'ont pas compris qu'on était dans une situation pré-insurrectionnelle. Mais alors la solution, est-ce que c'est de revenir au parrainage anonyme? Parce que même quand le parrainage est anonyme, on le voit bien, Jean-Marie Le Pen par exemple, comme vous le disiez, galérer pour avoir ses parrainages, Nicolas Corato. Est-ce que c'est ça la solution, c'est revenir au parrainage anonyme? Non, mais si on veut régler la situation aujourd'hui et éviter effectivement de laisser une grande partie de l'opinion publique orpheline d'un débat à l'élection présidentielle, il faut que les 36 000 maires donnent leur parrainage. Parce que je rappelle que selon les élections, ils sont quasiment moins de 30% à le faire. Ouais, à jouer le jeu. Donc, ils n'ont pas d'obligation de le faire. Mais si les 36 000 maires considéraient qu'ils avaient une obligation civique de donner un parrainage et à qui ils souhaitent, sans me dire... Mais je pense que déjà, on éluderait une grande partie des difficultés. Ouais. Donc peut-être que c'est ça l'appel que pourrait lancer, je pense, le chef de l'État. C'est un appel à l'obligation. Il aime beaucoup nous parler de nos devoirs à nos citoyens, qui parlent des devoirs aussi aux élus et aux notables qui nous représentent. C'est-à-dire, vous avez une obligation
civique, morale, de donner votre parrainage. Donnez-le à qui vous voulez, mais donnez vos parrainages. Pas normal qu'un tiers simplement des grands électeurs dans ce pays donnent leur parrainage. Il pourrait le faire, ça, Emmanuel Macron, dans une semaine avant la limite. Moi, je ne serais pas choqué. De candidature. Je ne serais pourrait lancer un appel au maire. Je ne serais pas choqué. Je trouverais très problématique, très franchement, très problématique qu'un candidat comme Éric Zemmour ou qu'un candidat comme Jean-Luc Mélenchon ne puisse pas participer, ou qu'une candidate comme Marine Le Pen ne puisse pas participer à cette élection. Je pense que ça poserait un problème politique majeur. Ouais. Quelle serait la conséquence, Frédéric Sinclair, si, imaginons, une Marine Le Pen ne puisse pas se présenter, qui représente quand même, pour l'instant, ça dépend des sondages, mais elle est à 16-17% d'intention de vote. Exactement. Que feraient les électeurs de Marine Le Pen? Ça veut dire que vous avez, si on se base sur le chiffre de second tour de l'année dernière, qui était de 10,6 millions exactement de votants pour Marine Le Pen, ça veut dire que vous avez 10 millions de personnes qui sont frustrées de ne pas pouvoir exprimer leur vote. Vous imaginez bien que ces personnes-là vont demander des comptes. Ils ne vont pas demander des comptes que aux responsables nationaux. Donc, ils vont aller probablement demander des comptes aussi aux responsables politiques locaux. Il est possible qu'ils aillent toquer à leur porte. Il est possible qu'ils ne frappent pas que avant d'entrer. Donc, moi, je le dis, je suis très inquiet de cette situation-là. Ce n'est pas à prendre à la légère. Deuxièmement, on a un problème de légitimité au moment de l'élection. Emmanuel Macron, vous posiez la question, est-ce qu'il pourrait faire ça? J'aurais tendance à dire, est-ce qu'il ne devrait pas le faire? Imaginez un Emmanuel Macron élu, alors qu'une Marine Le Pen, un Éric Zemmour ou un Jean-Luc Mélenchon ne seraient pas présents, mais ça délégitime complètement son élection. Ça va être très compliqué pour les 5 ans à venir. Donc moi, je pense, encore une fois, que nous sommes dans une situation très, très tendue au niveau de la population. On l'a vu encore avec les convois de la liberté dernièrement. Je crois qu'on ne devrait pas jouer avec les rouages démocratiques. Oui, parce que finalement, elle serait légale, cette élection. Ah oui, légalement. Vous savez, il y a une grande différence en politique entre la légalité et la légitimité. Et que tout peut être légal sans être légitime. D'ailleurs, en URSS, tout était légal. C'est vrai. Voilà. Et puis ce sont ceux qui font les lois. Donc c'est eux qui disent qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal. Non, mais question, faisons un petit peu de calcul. Sur qui se reporterait, par exemple, admettons qu'une Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Que feraient les électeurs de Marine Le Pen? Ils ne voteraient pas du tout, par exemple? Ou alors ils joueraient le jeu? Je rejoins largement Frédéric. Je pense que, d'abord, cette situation serait unique dans l'histoire de la Ve République. Et je pense que cette population-là se sentirait exclue, bannie du droit le plus essentiel du citoyen, qui est son droit de vote. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup du grand renoncement. Vous savez, ces gens qui renoncent à l'exercice de leurs droits sociaux, de leurs droits civiques, de leur droit de vote avec l'abstention. Mais là, ce serait pas un renoncement, ce serait un bannissement d'une partie de cette population qui se trouverait exclu de l'isoloir. Enfin, il y a un vrai sujet démocratique majeur. Et encore une fois, on peut ne pas partager les convictions de Marine Le Pen. On peut même considérer, comme moi, qu'elle ne fait pas partie des candidats du camp républicain et considérer que la République a besoin que toutes les opinions puissent s'exprimer dans le cadre d'un débat présidentiel. Et pour finir, Frédéric Sinclair, c'est sûr, le prochain président, que ce soit le président sortant réélu ou un autre, s'attaquera à ce problème de système de parrainage, Frédéric Sinclair? Sans aucun doute, parce que si ce n'était pas le cas, on le lui reprocherait très vertement la prochaine fois. Je pense que ça va servir de coup de semonce. Nicolas Corato. Oui, et puis le prochain président de la République, s'il s'appelle Emmanuel Macron, ne pourra pas se représenter, donc aura peut-être moins de pudeur de gazelle pour s'attaquer à la réforme constitutionnelle et organique et de la loi organique en matière d'élection présidentielle. Et voilà, en tout cas, la date limite pour déposer les parrainages au Conseil constitutionnel, en tout cas les 500 parrainages, c'est le 4 mars. Voilà, il reste peu de temps, il reste 2 semaines par exemple à Marine Le Pen pour trouver 50 parrainages. Merci à vous, merci Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle aux éditions Iridium. Merci à Frédéric Sinclair, politologue, son livre La refondation de la droite aux éditions Salvator. Merci à vous deux. Dans un instant, le Loft Musique, Yvan Cujous qui reçoit Philippe Lelièvre. À tout de suite.